Alors, je suis en train de mettre le PDF du cours sur Moodle. Je me demande si j'ai mis le cours sur l'IP. Est-ce que vous pouvez me répondre dans le micro? Le cours que j'ai fait il y a 2 semaines, je pense. Est-ce qu'il a été mis en ligne? Oui, c'est bon, madame. C'est bon, ok. Je ne l'ai pas vu, j'ai regardé vite fait, j'ai pas vu. Alors. Voilà, ça y est, le temps que ça... Normalement, vous devriez pouvoir le voir maintenant. Oui, je me suis... Hop. Il est tout en bas de l'espace Moodle, dans la section cours. OK. Alors, donc, je reprends le partage. Voilà, et on y va. Alors, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va voir ensemble plusieurs techniques qui vont un petit peu dans la lignée de ce que j'ai du cours précédent, de techniques qui permettent de mettre en évidence une interaction entre des protéines et certaines séquences d'ADN, ce qu'on appelle le gel retard, à la cytométrie de flux et le gène rapporteur, qui sont plutôt cette fois des techniques qu'on va utiliser ou qui font vraiment appel à des cellules, et on travaille dans un contexte cellulaire. Alors tout d'abord, donc dans la poursuite de ce que je vous ai présenté la dernière fois, l'idée c'est d'essayer de mettre en évidence une interaction protéine-ADN avec cette technique de gel retard, qu'on appelle également gel retard de migration sur gel, en anglais EMSA, Electrophoretic Migration Shift Assay. Et donc, cette technique qui nous permettra de mettre en évidence, comme c'est figuré ici, une interaction entre une protéine et une séquence, en général, une séquence régulatrice génique. Alors, comment est-ce que cette technique, je vais essayer de la présenter assez rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans le cours. L'idée, c'est de se poser une question. Quand vous avez, là, on vous fait dans le BI 440 un listing de techniques, essayez toujours de de synthétiser dans votre esprit. Bon, alors cette technique, ça permet de répondre à quelle question? Ici, la question qui pourrait être posée, ce serait: un LISA nucléaire contient-il une protéine capable de se lier à une séquence d'ADN? Un LISA nucléaire ou un LISA cellulaire éventuellement si on est moins stringent. Ça peut être aussi un LISA cellulaire si on ne récupère pas préalablement la fraction nucléaire. Donc, pour aborder cette technique, on va d'abord devoir préparer des choses. On va d'abord devoir préparer notamment une sonde. C'est ce qui est visualisé ici en rouge, qu'on mettra préalablement en incubation dans un tube. Cette sonde, c'est un fragment d'ADN de 30 à 500 paires de bases en général, qui peut être généré de manière tout à fait variée. Soit c'est juste un oligonucléotide, soit c'est un fragment de restriction, soit c'est un fragment de PCR, par exemple. L'idée, c'est de rajouter un isotope radioactif. En général, c'est la technique la plus sensible, mais on peut procéder différemment. Maintenant, on peut utiliser des modificateurs de l'ADN pour avoir un marquage particulier à cette sonde. Donc, le marquage est ici visualisé en jaune. Donc, on part d'un élément marqué et la question, c'est: ce fragment constitue-t-il une séquence cible d'une protéine? Donc, on va le mettre dans notre tube préalablement en tout début d'expérience et on va rajouter également un LISA cellulaire contenant les protéines dont on se demande si éventuellement elles interagissent avec cette sonde. Et on va déposer l'ensemble de ces éléments, donc ce cas de figure-là, sur un gel d'électrophorèse. Là, ce sera un gel en conditions non dénaturantes. Et on va regarder on va, après la migration, révéler la présence de la sonde radioactive. Donc ici, il y a 2 conditions qui ont été appliquées. Comme d'habitude, on n'oublie pas de faire un témoin.
un témoin négatif où on mettra la sonde tout seul. Donc, la question n'a pas lieu d'être. En ce sens, c'est un bon témoin négatif. La question étant, est-ce qu'il y a une protéine dans le lisa cellulaire capable d'interagir avec cette sonde? Si on dépose la sonde tout seul, c'est un très bon témoin négatif, vous en conviendrez. Et puis, dans ces deuxièmes conditions, donc on aura incubé préalablement la sonde et le LISA. Et donc, on espère que peut-être certaines protéines visualisées ici en vert se fixeront sur notre sonde. Et donc, quand on va révéler la présence de la sonde grâce aux modifications qu'on aura apportées, donc après révélation, on verra en général en front de migration qui est migré le plus loin, la sonde libre. Et puis, une catégorie de fragments de sondes, donc, qui auraient été retardés dans leur migration. Et ce retard est associé on explique ce retard par le fait qu'une protéine qui interagit avec le fragment a retardé l'ensemble des éléments lors de la migration, sachant que les conditions sont non dénaturantes. C'est tout à fait envisageable. Est-ce que c'est clair pour cette première étape? Ça va? Je vais pas trop vite ou je peux avoir un petit retour? C'est bon? Ok. Donc, dans cette technique, en général, là, on a ce qu'on appelle un retard, j'ai dit en français, on parle de shift en anglais. Le shift, c'est donc un retard par rapport à la migration de la sonde seule. Ce retard de migration, on va faire en sorte qu'il soit, qu'on assure, qu'on confronte ce résultat en éventuellement rajoutant avant la migration un anticorps pour essayer d'identifier la protéine liée sur la sonde. Donc, on peut tâtonner en général dans cette technique où on peut avoir déjà préalablement d'autres expériences qui nous font penser que telle protéine est capable de se fixer à telle ou telle séquence. Ça peut être en comparant des données dans des bases de données, par exemple, et en ayant repéré certains domaines protéiques particuliers de liaison à l'ADN. Et donc, on va utiliser éventuellement plusieurs types d'anticorps, en tester plusieurs. Et parmi les anticorps qu'on aura testés, certains, comme celui-ci, auront pu se fixer à la protéine d'intérêt qui est encore fixée sur la sonde. Et ça génère ce qu'on appelle, après la migration, un super shift. Vous voyez que le retard est plus important par rapport à la migration de la sonde seule. Donc, cela indique que c'est bien, on a pu identifier la protéine comme étant celle qui a réagi avec cet anticorps. Et donc, c'est cela et cette protéine, c'est elle qui interagit avec la sonde d'intérêt. Donc, on a une sorte d'identification possible de la protéine qui a pu se lier dans ces conditions-là à notre sonde d'ADN préalablement marquée. Voilà, on va faire en général des témoins. Il y a plein de témoins dans toutes les expériences que je vous présente. Les témoins qu'on va utiliser, ça va être par exemple, ce qui n'est pas montré ici, on aura incubé notre lisa cellulaire avec des fragments d'ADN tout venant aussi, pour identifier si une protéine se fixe de manière non spécifique ou si l'interaction est robuste avec la sonde d'ADN. Et puis, on rajoutera très souvent un oligonucléotide compétiteur, c'est-à-dire, vous voyez, mon fragment d'ADN ici, il n'est pas marqué, il n'a pas la petite modification qu'on a générée qu'on a mis en place sur le fragment d'ADN. Cet oligonucléotide compétiteur va nous permettre de contrôler notre expérience. Et normalement, si on l'incube au préalable avant la séparation en électrophorèse avec la sonde, on ne devrait plus voir de modification de retard de notre sonde
parce que ce fragment d'ADN est rentré en compétition. En fait, la protéine, elle avait le choix de se fixer soit à la sonde marquée, soit à notre compétiteur. Et si on met des quantités plus importantes de compétiteurs par rapport à la sonde, eh bien, on va déplacer la fixation et on devrait voir disparaître le retard de migration. Ok, donc ça, c'est un autre témoin auquel on va procéder. Et même souvent, on va utiliser un oligonucléotide compétiteur mutant pour vérifier que lorsqu'il y a des mutations ponctuelles au niveau de la séquence nucléotidique de ce compétiteur, la protéine n'est plus capable de se fixer. Donc, on ne déplace plus, on n'a plus de compétition et on retrouve un profil dans ce cas-là. Comment? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on attend comme profil si on utilise un oligonucléotide compétiteur mutant, par exemple? Vous êtes toujours là? Oui. Oui? Est-ce que vous pouvez me dire le profil qu'on attend si on met un compétiteur mutant qui porte des mutations préalablement à la séparation électrophorétique? C'est que je n'ai pas été très claire, peut-être si vous ne voyez pas la réponse. Hein. Si on met, par exemple, dans ce cas-là, un compétiteur mutant, un oligo qui est censé, la protéine pourrait se fixer soit sur cet oligo, soit sur notre sonde. Si il porte des mutations ponctuelles qui font que l'interaction avec la protéine ne se produira pas de manière assez stable, et ben dans ces cas-là, c'est comme si on n'avait pas mis de compétiteur. Voilà, donc on aurait un profil équivalent à ce que je vous ai montré préalablement, avec un retard de migration de la sonde, puisque la protéine aura pu se fixer sur la séquence de sonde. OK ? Donc, j'espère que vous avez compris la symbolisation de ces diapositives. Hein. Ce que j'ai voulu représenter, c'est les types de fragments d'ADN qui étaient présents en fait dans tel ou tel puits et les conséquences visibles en termes de bandes ensuite lorsqu'on a révélé la présence de la sonde. J'espère que c'était assez clair. Alors, on va peut-être traiter un petit exemple, oui. Vous pouvez revenir sur le diaporama d'avant? Ouais. J'ai pas compris en fait à quoi ça servait de mettre un oligonucléotide compétiteur. Eh bien, ça permet de vérifier en fait en quelque sorte que l'expérience de conforter la conclusion. L'oligonucléotide compétiteur va nous permettre de vérifier que notre retard de migration sur gel a bien un sens, puisque normalement, si tout est prévu comme on l'imagine dans l'expérience, notre protéine capable de se lier à l'ADN, elle est censée se fixer de manière plus importante sur le compétiteur parce qu'on en met en plus grande quantité. Ça permet de valider ce super shift. Est-ce qu'il était bien dû à l'interaction d'une protéine avec la sonde? Si on le déplace, entre guillemets, si on génère un mécanisme de compétition avec une autre sonde, il devrait disparaître. Ça permet de valider, en fait, cette interaction, finalement. Je ne sais pas si j'ai été Oui, je crois que j'ai compris. éclairé. Je vais vous montrer justement avec l'exemple suivant pour que concrètement vous puissiez peut-être mieux comprendre. Donc ici, c'est un résultat d'expérience que j'ai trouvé dans un article où on a donc déposé un extrait nucléaire de cellules de foie de rat ou de cellules humaines hépatocytaires avec une sonde radioactive. Et on essaye d'identifier si cette sonde est la cible d'interaction avec des protéines présentes dans ces extraits. OK ? Et donc, quand on fait cette expérience, vous voyez, on a des retards de migration. La sonde, elle migre toujours le plus en bas possible. C'est ce qu'on appelle la sonde libre. Et puis, au-dessus, on a donc des retards de migration avec 3 bandes. Ça pourrait être éventuellement 3 types de protéines différentes qui se lieraient à la sonde, puisqu'on a 3 niveaux de retard.
OK? Et on utilise un oligonucléotide compétiteur, ici celui-ci, site B2, un fragment d'ADN non marqué. Et dans ces cas-là, on va observer qu'il y a un retard qui reste présent. Donc, on va dire que ça, eh bien, c'est une interaction non spécifique de n'importe quelle protéine avec la sonde, puisqu'il n'y a pas de compétition claire avec l'oligo. D'accord? Donc, on n'en tiendra pas compte dans notre analyse. Donc, on dira au final, il y a deux protéines différentes dans le LISA des nucléaires des cellules de foie qui sont probablement capables de se lier avec la sonde. OK? Et deux protéines également pour les extraits de cellules humaines. Est-ce que c'est plus clair? Excusez-moi, madame. Je vous écoute. Je crois que j'ai pas très bien compris la notion de retard. Alors, il faut imaginer en fait que, donc je reviens à mes schémas, d'accord? La sonde seule, c'est le premier schéma que j'avais mis, la sonde Oui. seule, hein, j'avais dit c'est un témoin très très négatif celui-ci, Oui. il est vraiment, c'est qu'on dépose notre fragment d'ADN juste marqué, et puis c'est tout. D'accord. Il va migrer, c'est un petit fragment, hein, je vous ai dit c'est entre 30 et 500 paires de bases, il va migrer assez loin dans le gel et on le voit tout au bout en fait de notre électrophorèse. Et puis c'est tout, il y a une seule catégorie de population. Oui. Quand on incube préalablement avant la migration les sondes avec un LISA cellulaire, c'est ce qui a été ici, eh bien, on se rend compte que certaines quantités de fragments d'ADN marqués, ma sonde, eh bien, elle migre plus loin. Elle est donc retardée dans la migration. D'accord. Et ça, c'est parce que une partie de la population de la sonde s'est retrouvée liée avec une protéine. D'accord. D'accord ? Oui, d'accord, je comprends mieux. Donc, merci. voilà, ici, on dit il y a au moins 2 protéines dans ces extraits protéiques qui se sont liées avec cette sonde. D'accord. Donc, après, on peut essayer de trouver quelles sont ces protéines et de rajouter, comme je vous le disais, avant la migration, éventuellement des anticorps qui, s'ils se lient à la protéine de liaison à l'ADN, vont encore plus retarder la migration. Parce que peut-être ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que souvent, vous avez en tête quand on fait une électrophorèse le SDS-PAGE, si on parle un peu de protéines, et vous imaginez, à juste titre, que ces SDS-PAGE sont faits en conditions dénaturantes. Donc, normalement, les protéines, elles migrent toutes seules, même si elles ont interagi avant, au niveau de l'extrait protéique, avec d'autres éléments. Quand on pose sur gel, normalement, les interactions sont perdues. Ici, les interactions ne sont pas perdues. OK? Oui, c'est beaucoup plus clair. Merci. Voilà, alors je vais poursuivre avec un dernier exemple. Je vais, essayer de me dépêcher un petit peu, mais bon, ça va, on peut poser des questions quand même. Avec ici, là encore, une figure issue d'un article. Vous avez les références ici de l'article. Il a été publié en 2008 dans le journal qui s'appelle JBC. Et donc, ici, on s'intéresse à une sonde qui contient une région régulatrice, voilà, qui est présente dans le promoteur du gène de la cycline D. Donc, on a utilisé ce fragment en tant que sonde. Ce fragment est marqué. Pourquoi j'ai tout ça qui apparaît? Qu'est-ce que c'est ça? Non, attends, toi, voilà. On a utilisé donc synthétisé un fragment d'ADN double brin marqué qui sera notre sonde et on va se poser la question, est-ce que dans nos extraits protéiques, il y a des protéines capables de se lier à ces séquences régulatrices? OK? Donc, voilà, la sonde
que j'ai indiquée a été préparée, et elle est marquée, on va pouvoir la repérer. Ici, elle est radioactive. Peut-être il y a un phosphate radioactif qui a été rajouté à l'extrémité de la sonde et on va la révéler ensuite après la migration. On a rajouté également, avec cette sonde, vous voyez, un extrait nucléaire. Il y a des plus, des plus, des plus, des plus, des plus ici. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois mis l'extrait nucléaire des cellules d'intérêt. Et donc, on va regarder dans cette première condition-là, le fait d'avoir mis la sonde en contact avec l'extrait nucléaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on détermine par rapport à ce premier puits? Est-ce qu'il y a un retard de migration sur gel? Non, effectivement, pas de retard. Donc, on se dit, bah, pas de chance. Dans cet extrait protéique, la sonde n'a pas été le... Enfin, il n'y avait pas présent une protéine capable de se lier à la sonde qu'on a rajoutée. Donc, l'expérience, elle est un peu pouf. Bon, bah, OK. Alors, en fait, la thématique de l'article, vous allez me la trouver après. Regardez, on va, dans l'extrait protéique, cette fois, rajouter du cuivre. Dans l'extrait protéique, on rajoute du cuivre plus la sonde. Hein, on a un plus ici. Et il n'y a pas un plus ici, mais ça indique qu'on met une concentration croissante de cuivre, de 1 à 10. Et qu'est-ce qu'on constate quand on met du cuivre? Que là, vous avez un retard de migration. D'ailleurs, il y a un petit peu moins de sondes libres, voyez, qui a migré, puisqu'il y en a une partie qui est retardée. Donc ça, c'est des complexes sondes protéines cellulaires qui sont visualisées. Ça va? Et donc, qu'est-ce que ça a permis de montrer? Que le cuivre, il est nécessaire à l'interaction entre la sonde et certaines protéines de l'extrait cellulaire. OK? Ensuite, regardons les puits d'après. Qu'est-ce qu'on change ici? On a mis un... Alors, AB, peut-être, pour certains, c'est pas forcément clair, hein, c'est antibody. Ça veut dire anticorps. Donc là, on est en train d'essayer de faire un super shift avec ces conditions. Est-ce qu'il y a un super shift? Oui. Et donc, qu'est-ce que ça montre, ce super shift? Est-ce que vous pouvez me dire la conclusion oralement? C'est une protéine, un anticorps anti-protéine qui s'appelle ATOX qu'on a utilisé. Hein, ATOX antibody, ATOX 1 antibody. Donc, quelle est la conclusion qu'on va pouvoir formuler à partir de ce puits ici? Hop, 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 hop. ATOX est lié à la protéine. En fait, on a rajouté un anticorps anti-ATOX. Donc, ce que ça permet de dire, c'est qu'ici, on imagine qu'il y a notre protéine ATOX qui est liée à la sonde, qui est liée à l'anticorps. Donc, ça veut dire que c'est la protéine ATOX qui se lierait à la sonde. Voilà, Mélanie. D'accord, Zoé, vous voyez la différence? Là, si vous voulez, on est dans cette configuration-là. On aurait notre sonde. ATOX, ce serait la protéine en vert. Et on a mis un anticorps antiprotéine ATOX. OK, donc on a ce super shift. Comme je vous le disais, on utilise en général les témoins négatifs. On va utiliser un compétiteur cette fois. Alors voilà, je recolorie plein de choses dans mon... Voilà, c'est les puits où on a mis les compétiteurs, bah, c'est ce puits-là et ce puits-là, 50 fois plus que la sonde ou 100 fois plus que la sonde. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut observer? Que le retard de migration disparaisse. Donc, on a bien le résultat attendu. Et on a même rajouté un dernier contrôle. C'est pour ça que je l'ai mis, hein, cette figure, c'est qu'elle est très riche en contrôle. On a mis un compétiteur. En fait, on a mis la sonde mutée.
qui portent des mutations ponctuelles et on imagine que l'interaction entre la protéine et la sonde qui porte des mutations ponctuelles ne va pas pouvoir se faire. Et là, vous voyez, quand on met en plus de la sonde le compétiteur, il y a bien la sonde qui a été mise, radioactive, l'extrait nucléaire, et il y a également le compétiteur muté, et bien là, on voit qu'on ne déplace pas, il n'y a pas de compétition entre la liaison de la sonde radioactive et la liaison de la séquence compétitrice non marquée, et donc le retard de migration est toujours observé. Est-ce que c'est clair? Donc finalement, qu'est-ce que ça a pu montrer? Voici cet article, ça a pu montrer que on a montré un rôle de cette protéine ATOX et pour antioxydant qui se liait qui de manière dépendante du cuivre pourrait être un facteur de transcription puisque elle peut se fixer cette protéine ATOX. Je peux vous redonner la conclusion, elle est là. Là, ce serait la protéine ATOX qui s'appelle en fait antioxydant dans son vrai nom, qui se lie de manière dépendante du cuivre sur la séquence régulatrice. Un morceau de la séquence régulatrice du promoteur de la cycline D. Et donc, qui va permettre peut-être d'activer la transcription ou de réprimer la transcription. On ne sait pas. Une fois qu'une protéine se fixe sur une séquence régulatrice, on ne sait pas quel est l'effet comme ça, a priori, sur la transcription du gène sur lequel la protéine est fixée. Ça va? Au niveau des... C'est bien clair pour tout le monde? Oui. Ouais? Ok. Très bien. Bon, alors on va poursuivre avec une technique, on va un peu quitter le monde in vitro, donc vous avez vu dans ces techniques ici, on utilise toujours des petits tubes Eppendorf comme vous pouvez utiliser en TP et on est hors d'un contexte cellulaire finalement. Donc les techniques que je vais vous présenter maintenant se rapprochent sont des techniques où les cellules vont être explorées alors qu'elles sont dans leur intégrité. Les cellules qu'on va utiliser sont intactes et donc les choses qu'on va mettre en évidence se dérouleront au sein de vraies cellules qu'on aurait au sein de vraies cellules d'intérêt, pardon. Donc, on va parler notamment de la cytométrie de flux. Donc, la cytométrie de flux, ça nous permet d'étudier des paramètres cellulaires. Et donc, on aura notamment la possibilité de mettre en évidence des protéines in cellulo. On peut utiliser parfois ce terme-là. La cytométrie, c'est l'explication du mot lui-même, comme d'habitude, cyto, vous savez très bien que ça veut dire cellule, et le fait qu'il y ait métrie, ça veut dire qu'on va quantifier des données qui concernent des cellules. D'accord? Donc, c'est la quantification de données cytologiques, la cytométrie. Vous retrouvez ces termes dans cytologie, la partie de la biologie qui étudie la structure et les fonctions des cellules. Et donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est la cytométrie de flux, qu'on appelle également FACS en anglais. Il y a d'autres techniques où on utilise le mot cytométrie, mais il n'y a pas la notion de flux. Donc ça, c'est des techniques autres que je n'ai pas le temps de développer, mais sachez qu'il y a d'autres possibilités d'explorer au sein des cellules certains paramètres grâce à des cytomètres. Nous, on va s'intéresser au cytomètre en flux. Donc, cette cytométrie, elle peut être utilisée dans plein de domaines différents. Ça va être soit en clinique, notamment, soit en recherche, que ce soit de la recherche concernant des mécanismes de destin cellulaire, comment la cellule régule sa mortalité, sa prolifération. Mais cette technique peut être aussi utilisée à des buts de quantification de certains types cellulaires, on le reverra, ou même il y a des étudiants, j'imagine, qui sont intéressés par l'environnement, quantifier des populations de micro-organismes, c'est des choses qui peuvent être faites avec la cytométrie en flux.
Alors, comment est-ce que se présente cet appareil? Donc, si on l'emmène dans un bateau, vous voyez, c'est quand même assez grand, hein, donc on va plutôt ramener les échantillons puis les explorer ensuite. C'est un appareil qui peut être de taille assez importante. Et donc, vous voyez, il y a un manipulateur. On va donc introduire dans une machine un tube qui contiendra des cellules, une suspension cellulaire, et on va analyser avec un ordinateur tout un tas de paramètres. Donc, à l'intérieur de cette grosse boîte bleue que je vous ai montrée précédemment, vous allez avoir ce qu'on appelle la chambre d'analyse. Voilà. Et autour, la grosse boîte bleue, ça contenait tout un système de tuyauterie, en gros. La tuyauterie, elle a juste pour vocation de permettre de générer, vous voyez, une pression. Ici, on va pousser de l'air, hop, de telle sorte que notre échantillon, ça c'est notre échantillon de cellules, que les cellules qui sont dans le tube de notre échantillon soient propulsées, voilà, grâce à l'air qu'on aura mis ici, hop, propulsées vers la chambre d'analyse où là se passera un certain nombre de choses. Donc au niveau de la chambre d'analyse, on a donc nos cellules qui vont arriver, ils vont être poussés par l'air et par ce qu'on appelle le liquide de Gaine, voilà, qui va être ici, qui va en fait permettre de focaliser. C'est pas la peine d'apprendre tout ça par cœur, hein, mais ce qui est important sur cette diapositive, c'est de comprendre que les cellules, elles sont focalisées. Le faisceau de cellules, il est bien amené grâce à ce liquide de Gaine dans une certaine position au niveau du tube. Donc, on va focaliser le flux de cellules à un certain endroit. Et on essaye d'éviter qu'il y ait un gros bouchon de cellules qui s'agglomèrent. Il faut que les cellules, elles soient dissociées avec cette technique. C'est-à-dire, si vous partez d'un dissocié, ça veut dire elles sont en amas au sein d'un tissu. Il faut qu'elles soient au final isolées les unes des autres avant d'être passées dans le cytomètre. Ça, c'est l'échantillon qu'on va utiliser. Et donc, chaque cellule, elle va passer individuellement dans cette chambre d'analyse. Et là, elle va être frappée par un laser. Voilà, ça c'est mon laser. Et en fait, la cytométrie de flux, ça permet de quantifier les signaux qui vont être réémis, les signaux lumineux qui vont être réémis par la cellule une fois qu'elle aura été frappée par le laser. Donc, on va pouvoir quantifier plusieurs types de signaux, soit, vous voyez, les rayons lumineux qui vont être projetés vers l'avant, c'est ce qu'on appelle le Forward Size Scatter, FSC. Ça nous permettra d'estimer la taille de la cellule. Ou alors, on va pouvoir quantifier les signaux qui ont été réfractés. C'est ce qu'on appelle le SSC. Ça nous donnera une idée de la texture cellulaire, de la granulosité. Donc ça, voilà, ça c'est les types de paramètres qui vont être regardés quand on quantifiera les signaux qui vont être diffractés par la cellule vers l'avant ou réfractés ici et dans un angle orthogonal. Ça nous donnera une idée sur la granulosité, la texture cellulaire. Et puis, on va pouvoir également quantifier des signaux de fluorescence si jamais notre cellule contenait des fluorochromes. Et donc, l'intérêt de cette machine, c'est que finalement, pour chaque cellule, on va pouvoir étudier 5000 cellules par seconde, par exemple, ou 10 000 cellules par seconde. Vous voyez, c'est une grosse puissance d'analyse. Et on va pouvoir quantifier pour chaque cellule qui passe tous ces signaux-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va? Vous attendez la suite? Ok. Alors, donc, ici, j'ai représenté la chambre d'analyse avec notre laser qui va frapper la cellule et les différents paramètres que l'on va pouvoir quantifier, hein, les rayons vers l'avant, les rayons orthogonaux pour ce cas SSC ou la lumière fluorescente qui va être quantifiée. Donc, on a ces trois choses qui vont être regardées. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers l'avant, ça nous permettra d'avoir avec le forward scatter une idée de la taille des cellules.
vers le réfléchissement en diagonale, orthogonale, ça nous donne une idée de la densité cellulaire. Et enfin, les signaux de fluorescence vont pouvoir être quantifiés si la cellule contient des fluorochromes. Alors, comment est-ce qu'on représente les résultats? Alors ici, il s'agit d'une analyse de sang. Quand vous allez vous faire une prise de sang, souvent, on vous détermine le pourcentage de population de tel ou tel type de cellules dans votre sang. Vous avez 40% de lymphocytes, 30% de monocytes, etc. Bon. Et donc, voilà, on peut, dans un premier temps, avec cette machine-là, avoir une idée de la répartition des différentes populations cellulaires dans un échantillon. Ici, ce qu'on a regardé, c'est juste, vous vous rappelez, FSC, la taille par rapport à la granulosité. Et là, ce que je vous montre, c'est une des manières de représenter les résultats obtenus en cytométrie. C'est ce qu'on appelle un diagramme de dispersion ou dot blot. Et donc, la machine, une fois que tout notre échantillon individuellement, enfin, que nos cellules individuellement ont été se passer devant le laser, on a quantifié les signaux FSC et SSC et chaque point ici va représenter une cellule. Donc, par exemple, dans le sang analysé, il y avait un monocyte qui avait une taille importante et une granulosité, par contre, assez faible. Vous voyez, dans le diagramme de dispersion, ici, il y a toujours 0, et plus on se déplace vers le haut ou vers la droite, et plus les valeurs sont importantes. Donc, là, ça apparaît clairement. Souvent, dans certains résultats, vous verrez même pas très bien les chiffres, mais voilà, sachez qu'il y a toujours le 0 ici et qu'on se déplace vers les intensités les plus importantes sur ces axes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que notre sang, il contient une grosse population de cellules qui a une granulosité importante et une taille importante. Ah justement, c'est ce qu'on appelle les granulocytes, d'où le nom, n'est-ce pas, de cette population de cellules. On voit qu'on a une autre population de cellules avec une granulosité plus faible et puis une taille assez importante, c'est les monocytes. Et on voit qu'on a des populations intermédiaires qui sont les lymphocytes et des tout petits débris qui sont collés presque au zéro, là, aux deux axes, enfin, au zéro, et qui sont des débris d'émacie. Voilà. Donc, et après, on est capable de vous dire, eh ben voilà, il y a, je ne sais pas moi, 60% de granulocytes dans la population analysée, 40% de lymphocytes, etc. Et cela sans avoir fait aucun marquage sur la population sanguine. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On poursuit? Donc, ici, vous avez un autre mode de représentation. Donc, Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez revenir sur la diapo Oui. rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, ce mode de représentation en diagramme de dispersion, on peut avoir d'autres modes de représentation que je vais vous présenter après, où cette fois, on aura plutôt directement le nombre de cellules en fonction d'un paramètre. Donc, c'est des représentations. C'est bon? Oui? Oui, c'est Ok. bon, merci. Des représentations monoparamétriques. Hein, précédemment, on avait une représentation biparamétrique. La granulosité en fonction de la taille, il y a deux paramètres étudiés. Ben voilà, on retrouve ça ici. Et là, souvent, vous pourrez retrouver des représentations monoparamétriques, comme son nom l'indique, c'est bien fait. Il y a un paramètre en fonction du nombre de cellules, cette fois, qui sont présentées. Donc, c'est un peu moins informatif, mais parfois, ça correspond, c'est un mode de représentation intéressant. Donc, par exemple, ici, on a analysé un fluorochrome présent dans des cellules et on aurait deux populations de cellules. Une population R1
avec peu de fluorochrome, peu de fluorescence, on se rappellera après ce que c'est que la fluorescence, et une population R2 avec une fluorescence importante. Voilà. Et si on veut, on peut également avoir la représentation biparamétrique, où cette fois, eh ben, on retrouve notre fluorescence et nos deux populations, avec une population R1 avec une faible quantité de fluorescence et une population R2. Et puis, en fonction de la taille, on voit que la population R2, elle a une plus grande taille que la population R1. Voilà, donc d'autres modes de représentation, des diagrammes monoparamétriques. Et puis au final, je vous ai fait un petit ensemble de toutes les représentations possibles que vous pouvez rencontrer. Ça, pour certaines, elles sont vraiment très très similaires, même si visuellement, on a l'impression qu'il y a des différences. Il faut toujours regarder les axes. Et donc, vous pouvez avoir ce que le diagramme de dispersion, on l'a déjà vu, avec deux paramètres étudiés. Alors, parfois, ça va être les contours d'isodensité qui vont être révélés, c'est-à-dire la densité. Hein. Ici, je ne sais pas s'il y a des grimpeurs parmi vous. Quand vous prenez une carte IGN, pour les grimpeurs, si vous avez des courbes comme ça veut dire que ça monte sévère. Donc ici, c'est un peu le même principe, sauf que ça représente la densité de la population. Plus les lignes sont rapprochées les unes des autres, vous voyez, elles sont assez rapprochées les unes des autres, plus c'est dense. Alors qu'ici, les deux lignes, elles sont assez éloignées l'une des autres, donc c'est peu dense. Il y a peu de cellules qui ont cette caractéristique de taille. D'accord? Donc, on peut retrouver la représentation en contour d'isodensité et on peut retrouver également, eh bien, je vais dézoomer. Voilà. Non, je veux dézoomer. Voilà. Les histogrammes monoparamétriques, où on peut même retrouver des projections un petit peu plus compliquées, où on a pu analyser plusieurs types de populations qu'on juxtapose sur le même graphique. Bon, c'est plutôt ces trois-là que vous pourrez rencontrer en termes de représentation de résultats. Alors maintenant, on a un petit peu parlé de ces résultats et comment est-ce que va se faire cette analyse? Je vais un petit peu vous expliquer rapidement comment on peut arriver à avoir toutes ces informations. Déjà, en se rappelant ce que c'est qu'un fluorochrome, je l'ai déjà utilisé précédemment, cette notion, mais est-ce que vous avez déjà rencontré cette notion de fluorescence et de fluorochrome? Ouais, ok. Donc, vous vous rappelez que c'est une molécule fluorescente. Eh bien, c'est une molécule qui va émettre une lumière lorsqu'elle va être soumise à une exposition par des photons particuliers. On va parler de lumière excitatrice. Et le corps fluorescent, lorsqu'il reçoit la lumière excitatrice, il y aura un changement de conformation en quelque sorte, et ça va réémettre une lumière d'une longueur d'onde supérieure à celle des radiations reçues. Et donc, on parle de longueur d'onde excitatrice ou émettrice pour chacun des types de fluorochrome connus. Donc, vous avez ici, sur le petit tableau, un rappel de différents types de fluorochrome, je vais aller rapidement, mais que vous avez déjà rencontrés, et notamment probablement le DAPI, la fluorescéine, la rhodamine, hein, tout ça, je pense que vous les avez déjà vus. Et voyez, si on utilise un laser de type argon, on pourra avoir, grâce à ce laser, les différentes longueurs d'onde excitatrices de tous ces fluorochromes. Ok.
Donc, dans notre cytomètre, il y a la capacité à quantifier les lumières d'émission de différents, de parfois quelques-uns à vraiment un grand nombre de fluorochromes. Enfin, il y a des cytomètres, on dit 3 couleurs ou 10 couleurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de différencier 10 longueurs d'onde excitatrices ou que 2 longueurs d'onde excitatrices ou 3 longueurs d'onde excitatrices. Bon. Donc, voilà la chambre d'analyse dont on a parlé précédemment avec notre laser, hop, et nos cellules qui passent comme ça de manière orthogonale au laser. Et donc, on va quantifier ici vers l'avant les signaux de déviation de la lumière, la EFSC, et puis on quantifiera le SSC. Et en fait, les signaux de fluorescence vont également pouvoir être perçus par des détecteurs. Il y a des détecteurs associés à des photomultiplicateurs, voilà, ici, qui sont présents ici, qui vont amplifier le signal et et nous permettre d'avoir une idée de l'intensité de la fluorescence présente dans chacune des cellules analysées. Et pour cela, on a tout un système de filtres qui nous permet de sélectionner certaines longueurs d'onde et de pouvoir, c'est comme dans un microscope à fluorescence, repérer spécifiquement la lumière excitatrice verte, rouge, la lumière émettrice vert ou rouge, etc. D'accord? J'imagine qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus. Tous ces miroirs sont des miroirs dits dichroïclons. Vous voyez, ils vont, à partir d'une certaine longueur d'onde, bloquer. Alors, toutes les petites longueurs d'onde vont être bloquées. Donc, ici, la lumière verte, par exemple, elle va être sélectionnée à partir du rayon réémis. Et toutes les longueurs d'onde supérieures, elles vont passer. Et on aura d'autres détecteurs qui vont permettre d'avoir d'autres types de filtres, en quelque sorte, qui permettent de sélectionner la lumière orange qui va être quantifiée et puis la lumière, tout le reste va passer. Et puis au bout du bout, on a des filtres qui nous permettent de sélectionner les longueurs d'onde les plus importantes. Par exemple, la lumière rouge. Hop, donc ça, c'est les filtres dont je parlais, qui laissent passer à partir d'une certaine longueur d'onde des rayonnements lumineux. Voilà. Certains cytomètres sont capables de trier et de collecter des cellules. Donc là, vous avez toute la chambre d'analyse et le flux de cellules, il peut être analysé dans un deuxième temps et sélectionné en fonction de tel ou tel paramètre. Les différentes populations de cellules qui seront présentes dans notre échantillon pourront être spécifiquement collectées et étudiées ensuite éventuellement dans un deuxième temps. Donc, vous voyez, ça peut être assez puissant, ce type de machine. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aborde Bon, alors je vais d'abord peut-être terminer avant d'aborder différents exemples pour que ça devienne un peu concret. Quand une cellule va passer devant le laser, on va avoir donc une quantification et une amplification du signal grâce au photomultiplicateur. Et vous voyez, là, notre cellule a commencé à passer. On a une conversion d'un signal de photons en signal électrique. Je ne vais pas vous expliquer comment. On a donc des signaux électriques qui commencent à être perçus. La cellule, elle passe complètement. Donc là, on a le maximum de signal qui est émis et puis elle va repartir. Et donc, on a quelque chose, une espèce de courbe en cloche. Et la quantification du signal, ça va être l'air sous le pic. C'est ce qu'on appelle le signal intégré. Ça veut dire qu'on va, avoir au final, la machine, elle nous donne un chiffre qui correspond à l'intensité totale de ce qui a été perçu lorsque la cellule, elle a passé complètement devant le laser. OK ? Certains cytomètres nous permettront d'avoir des résultats en signaux intégrés ou en maximum. Ça, c'est le maximum de l'intensité, à peu près, ici, voilà.
Donc, soit on nous donne le max, soit on nous donne le signal intégré sous la courbe. Et ça peut être intéressant d'avoir le signal intégré. Quand vous avez 2 cellules collées, par exemple, eh ben, ça nous donne un niveau d'intensité particulier. Ici, on a 2 fois l'intensité qui serait donnée par une cellule. Bon, tout ça, c'est des considérations que vous n'avez pas franchement besoin de comprendre maintenant. Je vous le dis juste pour que ça commence un peu à... C'est quand on est vraiment les mains dans le cambouis que ça nous intéresse, tout ça. Alors, je vais vous donner maintenant des exemples concrets d'analyse, sauf si vous avez des questions avant cela. Je vous ai... Non, ça va, je ne vous ai pas trop anéanti. J'ai eu l'impression de parler un petit peu vite, mais ça va? Ok. Alors, ça va être un petit peu plus peut-être parlant hein. Maintenant. Je vous donne quelques exemples d'analyse que vous pourrez retrouver. Donc, peut-être certains se rappelleront, je pense que l'année dernière, notamment en BI 202, on s'est intéressé au cycle cellulaire parfois. Et on a pu utiliser, vous avez déjà probablement analysé des résultats issus de cytométrie de flux en ayant utilisé un marqueur fluorescent de l'ADN. Ça va être par exemple le DAPI. Donc, on utilise des fluorochromes capables de se fixer à l'ADN de manière quantitative. Ça, c'est important. On va, avec notre fluorochrome, il émet la fluorescence bleue, vous le savez, et cette fluorescence est quantifiée. Donc, les différents fluorochromes que vous aurez pu rencontrer, c'est le DAPI ou le Höchst ou l'iodure de propidium. Quand vous avez ce genre de choses, une des questions qu'il faut se poser quand on vous dit les cellules ont été marquées avec telle substance, il faut que vous vous posiez la question de est-ce que le produit le marqueur est-il perméant ou non? Pourquoi c'est important ça? Parce que perméant, ça veut dire qu'il va pouvoir passer à travers la membrane plasmique. Non perméant, ça veut dire qu'il ne peut pas le faire. Et donc, si vous mettez un marqueur qui n'est pas perméant et que les cellules, elles sont tout à fait intactes, vous n'aurez pas de marquage. Donc, ça peut être quand même des considérations importantes à avoir en tête. C'est les différents marqueurs de l'ADN fluorescent que je vous cite. Parmi ces trois-là, il y en a des perméants, le DAPI, le Höchst, et il y en a un qui est imperméant, l'iodure de propidium. Ça veut dire que donc lui, c'est un intercalant qui va se fixer entre les bases et cette molécule-là, si vos cellules sont intactes, ne pourra pas se fixer. Il faudra éventuellement fixer les cellules et les perméabiliser, surtout pour que cette molécule puisse rentrer, l'iodure de propidium. Donc attention, quand on vous explique un protocole, à avoir cette considération en tête. Si vous utilisez le DAPI ou Höchst, c'est un petit peu plus simple puisqu'ils sont en général perméants. Vous n'avez pas la question à vous poser. Ok. Alors, l'iodure de propidium, je focus un peu dessus parce que vous le connaissez moins. Donc, je vous ai dit, c'est un intercalant. Il peut se fixer au niveau de l'ADN et de l'ARN. Et comme je vous l'ai dit, il est non perméant. Et donc, si la membrane n'est pas perméabilisée, l'iodure de propidium, attention, ce n'est pas immunoprécipitation, c'est iodure de propidium, l'abréviation, ne rentrera pas dans les cellules. Si la membrane est perméabilisée, soit parce que la membrane de la cellule est altérée, la cellule n'est pas dans un état tout à fait physiologique, ou vous l'avez carrément incubée avec du détergent, et bien dans ce cas-là, la molécule rentrera. Donc, vous pouvez l'utiliser pour quantifier des acides nucléiques, mais attention, comme ils s'intercalent au niveau de l'ADN et des ARN, si vous voulez quantifier de l'ADN, il faudra d'abord traiter à la RNase les cellules. Et donc ici, voilà, c'est ce qui a été fait. On a traité à la RNase nos cellules et on va pouvoir, avec une représentation, est-ce que c'est une représentation mono ou biparamétrique, cela ?
Exact. Donc ici, c'est le nombre de cellules en fonction de l'intensité de la fluorescence. Comme c'est un marqueur, je vous avais dit, il faut faire attention que le marqueur qu'on utilise, il soit quantitatif, c'est-à-dire plus il y a d'ADN, plus le marqueur va se fixer. Donc, on peut déterminer qu'ici, il y a deux populations de cellules, une population avec une quantité 2x d'ADN et une population avec une quantité, donc là, 2x, et une population avec la moitié, 1x. Et donc, c'est comme ça que l'année dernière, vous avez pu déterminer qu'il y avait un certain pourcentage de cellules en G1, de cellules en G2 ou de cellules pour lesquelles l'ADN est en train d'être répliqué, de cellules en phase S. Voilà. Donc, cette analyse en cytométrie de flux, elle va être utilisée en clinique, je le disais tout à l'heure. Et par exemple, ici, on vous montre une population de cellules tumorales avec un pic qui se déplace vers les intensités les plus importantes. Donc, dans l'échantillon, on a une population de cellules qui a une quantité d'ADN beaucoup plus importante que la normale. Et donc, ça représente des cellules tumorales. Alors, deuxième exemple, souvent le cytométrie, il est hyper présent dans les laboratoires qui s'intéressent à l'immunologie et notamment au type de cellules, aux différents types de sous-populations de cellules immunitaires. Donc là, c'est un exemple que je vous montre maintenant. Comment est-ce qu'on peut quantifier des sous-populations de lymphocytes selon les types de protéines présents à la membrane? Donc, c'est ce qu'on va appeler les clusters of differentiation, qu'on appelle également en français les marqueurs CD pour cluster differentiation. Donc, ça veut dire que quand vous récupérez, par exemple, un échantillon de sang, vous avez plein de cellules différentes. Je vais essayer de les faire au moins 3 couleurs. Voilà. Hop. Et à la surface des cellules, vous avez, si je zoome sur une cellule, hop, des protéines spécifiquement présentes si la cellule, c'est tel ou tel type de cellule. Par exemple, est-ce que si c'est un lymphocyte, il y aura certains marqueurs. Si c'est un macrophage, il y aura d'autres types de marqueurs. C'est ça les protéines CD qu'on va regarder. Donc, voilà, on se rappelle de l'analyse que je vous ai montré au tout début. L'échantillon sanguin, il n'avait pas du tout subi de marquage quelconque. Là, dans le tube, on a rajouté, avant l'analyse, des anticorps. Oh là là, pardon, j'écris n'importe comment. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. On a rajouté des anticorps anti-CD. Ces anticorps pouvaient éventuellement être couplés à un fluorochrome. En général, on les utilise, ils sont directement accrochés à une molécule fluorescente. Et donc, nos cellules qui ont des anticorps fluorescents qui ont interagi contre les protéines membranaires présentes, elles sont passées au cytomètre et on va quantifier l'émission de fluorescence pour chacune des cellules qui passent. Et ainsi, je vais zoomer sur mon image. Voilà. Ainsi, on a, par exemple, ici, on vous présente un diagramme biparamétrique, un dot plot, où on va analyser, vous voyez, différents types, le résultat de la détection de différents types d'anticorps. Et on voit qu'il y a plusieurs populations de cellules en fonction de ces deux paramètres. Donc, qu'est-ce que représentent à quoi correspondent ces populations? Hop. Donc ici, on a par exemple le marqueur CD16
qui est un marqueur des lymphocytes natural killer, donc NK. Et donc, on a une population qui est positive pour ce marqueur-là. Il y a des anticorps, plein d'anticorps, enfin, un certain nombre d'anticorps qui se sont accrochés au niveau des CD16-56 et qui émettent une fluorescence dans le rouge qu'on a pu quantifier ici. Et donc, on a une population de cellules qui présente un bon niveau d'intensité de fluorescence qui sont positives, tout bêtement, au marquage CD16-56. D'accord? Donc ça, c'est les cellules positives au marquage anti-CD16-56. Et par contre, on regarde aussi ce qu'il en est de la détection du marquage anti-CD3. CD3, c'est un marqueur des lymphocytes T. On voit que cette population-là, elle est plutôt négative au marquage CD3, puisque l'intensité, elle est vers le 0, selon cet axe-là, où on étudie la fluorescence liée à l'anticorps anti-CD3. Donc, on a une population qui est positive pour le marquage anti-CD16-56, mais négative pour le marquage CD3. Et ici, vous avez une population qui est positive pour le marquage CD3 et négative pour le marquage CD56, CD16-56. Donc, au final, on conclut, voilà, on a une population de NK, cellules NK, natural killer, et une population de lymphocytes. Et on peut savoir la proportion de telles cellules. Ensuite, la machine, elle est capable on peut lui dire, voilà, maintenant vous allez, on impose à la machine d'aller pour chacune des cellules positives pour le marqueur CD3, d'aller regarder ce qu'il en est sur la détection d'autres marqueurs, par exemple des anticorps anti-CD4 ou CD8+, pour différencier les lymphocytes T CD4 helper des lymphocytes CD8 plus. Et donc, on redéfinit que dans cette population, on a 60% de CD4+, ou 40% de CD8+. En fait, pour faire cette analyse, il aura fallu rajouter en contact avec nos cellules, ajout de plusieurs... Pourquoi ça m'écrit pas? Ça m'énerve. Je vais rajouter une feuille. Hop, hop, voilà. Alors, ajout de plusieurs anticorps anti-CD en contact avec les cellules avant le passage au fax. Avec les cellules sanguines avant le passage dans le cytomètre. Et dans un deuxième temps, on a analysé le résultat. Donc, on a nos cellules, on a incubé nos différents anticorps et ensuite, on fait l'analyse et on vous donne les résultats que j'ai présentés, que je vous ai expliqué précédemment. Est-ce que c'est clair? Ouais? Ok. Donc, voilà, faut bien arriver à comprendre comment est-ce que les résultats sont exprimés. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on ait fait un carré autour de cette population? Ça veut dire qu'on va analyser plus finement. La machine, elle choisit de nous montrer parmi toutes ces cellules-là les résultats de la détection de CD4 ou de CD8 parce qu'on lui a imposé. En fait, on programme les différents paramètres qu'on veut à la fin obtenir en tant que chercheur au niveau de l'analyse finale. Oui?
Donc ça, c'était juste pour vous expliquer qu'on mettait en contact avec les cellules, avant l'analyse, les cellules avec nos différents anticorps anti-CD et ensuite on sélectionnera quels sont les paramètres que l'on veut garder au final au sein en bout de chaîne en fait. Ok. Faut que je surveille l'heure. Là, ça fait 1h35. Ok. Donc, on passe à un autre exemple. J'en ai encore un autre après celui-ci. Hein, j'arrêterai. Parfois, on utilise cette machine. Donc, vous voyez, il y a autant. Donc, il faut avoir compris le principe général de la cytométrie, la manière dont on exprime les résultats. Et ensuite, il y a autant de cas de figure un petit peu que de types de marqueurs qu'on va pouvoir utiliser. Précédemment, je vous ai montré donc, des anticorps, l'utilisation d'anticorps fluorescents. Avant, je vous avais montré l'analyse de DAPI. On peut utiliser des molécules qui vont émettre aussi une fluorescence. Hein, c'est toujours basé sur c'est quand même grandement basé sur l'analyse de signaux fluorescents. Et on va avoir dans ce cas-là une fluorescence qui va être émise dans certaines conditions cellulaires. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va mesurer l'activité des estérases, qui sont des enzymes qui participent au métabolisme général des cellules. Ça veut dire, dans une cellule qui va bien, les estérases, elles sont actives. Et le chercheur, il va rajouter une molécule. Donc ça, c'est le marqueur utilisé. Marqueur utilisé par le chercheur. On va mettre en contact nos cellules avec ce fluorochrome FDA. FDA, c'est pour fluorescéine diacétate, une fluorescéine et un diacétate. Et les estérases, qu'elles vont faire, vous voyez, elles vont séparer la partie diacétate de la fluorescéine. Quand elles sont actives, elles vont, donc le FDA, il est perméant, il rentre dans les cellules. Donc, je vais faire une cellule. Le FDA, on le rajoute. Pouf, voilà. Donc, c'est cette molécule-là. Si dans la cellule, les estérases sont actives, on aura au final la fluorescéine et le diacétate et on va quantifier la fluorescéine. Donc, ça permet de savoir si on a dans une cellule une belle quantité de fluorescence verte, que nos cellules, elles étaient actives d'un point de vue métabolique. Les estérases étaient bien présentes et étaient fonctionnelles dans les cellules. Donc, voilà l'analyse qui a été faite. Donc, ici, on a utilisé un marquage FDA plus un marquage iodure de propidium. On fait 2 marquages. Et donc, on a des cellules qui sont... alors, il faut tout de suite regarder les axes. Hein, quand on regarde, donc, ici, on repère qu'on a un dot plot, un diagramme de dispersion biparamétrique. Quels sont ces paramètres? On regarde la fluorescéine, on regarde la fluorescence iodure de propidium. OK. Ensuite, eh bien, on a les cellules. Alors, en fait, quand on vous montrera des représentations, souvent, on vous montre des carrés comme ça, avec des axes qui vont délimiter 4 cadrans dans ce diagramme biparamétrique. Les cadrans, c'est les chercheurs qui les mettent, en fait, par rapport à des témoins négatifs qui ont été faits. Par exemple, on va ne pas incuber les cellules avec le FDA et normalement, on devra avoir toute la population de cellules qui présentent des intensités basses quand on observe la fluorescéine. Et donc, on se dit, bon, bah, du coup, avec le témoin négatif, ça correspond, ça délimite les cellules positives des cellules négatives. Ça va? Donc, ça, c'est un axe mis par le chercheur grâce à un témoin négatif. Axe
placées grâce à un témoin négatif. Et donc, bon, bah, ça montre que là, on a une population qui est positive à la fluorescéine. Ça veut dire les cellules qui vont être vivantes, les cellules qui vont être bien actives. Elles ont un bon métabolisme. En plus, on a un deuxième paramètre qui est regardé. Vous vous rappelez l'iodure de propidium, j'avais dit qu'il était non perméant. Et bah, ces cellules qui ont des estérases bien actives, elles sont négatives à l'iodure de propidium, puisque dans les intensités, selon cet axe-là, elles sont plutôt vers la gauche. Donc, les cellules qui ont un niveau d'estérase active, elles ont une membrane intègre et elles n'ont pas été marquées par l'iodure de propidium. C'est logique. Une cellule qui a une membrane intègre, il n'y a pas de raison qu'elle ait un métabolisme affecté. OK. Par contre, on observe ici qu'il y a des cellules. Alors, cette population de cellules-là, c'est des cellules dont la membrane est non perméabilisée, mais dont le métabolisme, il n'est pas très efficace, puisque les estérases n'ont pas transformé le FDA. Et puis, il y a une troisième population de cellules. Alors, elles, vraiment, c'est vraiment pas terrible pour elles. Elles sont positives au marquage iodure de propidium. Et elles sont négatives au marquage fluorescéine, donc elles n'ont pas de métabolisme et elles ont leur membrane plasmique abîmée. Le marqueur est rentré à l'intérieur de ces cellules. Est-ce que ça va pour cette analyse? Comme vous voyez un petit peu quelles sont les choses. Donc, je vous conseille, vous regardez déjà quels sont les types de marqueurs présentés, les axes. Vous avez en tête, donc c'est toujours le 0 de ce côté-là et les intensités les plus fortes. Et puis, vous avez, j'espère, compris le positionnement de ces axes qui sont déterminés par rapport à des témoins négatifs. Et après, il faut juste que vous analysiez morceau par morceau les cellules en fonction de est-ce qu'elles sont positives ou négatives aux différents marquages qu'on a utilisés, marqueurs qu'on a utilisés. Allez, un petit dernier pour la route. Et après, on arrête avec ça. Hop, on peut marquer, donc ici, ça a été, on ne sait pas si les marqueurs sont cytosoliques ou pas sur le FDA. On peut utiliser aussi des marqueurs qui vont nous donner des informations sur l'intégrité des organites. Marqueurs permettant d'évaluer l'intégrité des organites, et ici les mitochondries. Donc, vous vous rappellerez que la mitochondrie, elle a tout un système de transporteurs particuliers dans la membrane interne et que des protons sont pompés de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ça, c'est des notions de l'année dernière. Et que vous avez du coup une différence de répartition de charge de part et d'autre de la membrane avec beaucoup plus, proportionnellement, il y a plus de charge négative à l'intérieur que par rapport à l'extérieur. Donc, il y a une différence de potentiel. Voilà. Et quand on met un cation, ici le marqueur qu'on utilise, c'est des cations lipophiles fluorescents. On décrypte, ça veut dire cation qui va plutôt s'accumuler dans les compartiments enrichis en charge négative. Lipophile, ça veut dire qu'il veut passer les membranes. Fluorescent, chouette, on va pouvoir l'analyser avec le cytomètre de flux. Donc, par exemple, c'est le DIOC6-3, le CMX, qui sont des cations lipophiles fluorescents qui vont s'accumuler dans les mitochondries, qui présentent à la membrane une forte différence de potentiel parce qu'il y aura plus de charge négative. Donc, le cation il va plus s'accumuler si les mitochondries, elles ont bien une différence de potentiel au sein de leur membrane. Ça va, une différence de répartition de charge en quelque sorte. Et donc, quand on a un marquage au DIOC6 ou au CMX important,
c'est que la mitochondrie, elle a bien une différence de répartition de charge et donc elle est bien active comme il faut. À l'inverse, si des mitochondries dysfonctionnent, la différence de potentiel est plus faible, le marqueur cation lipophile s'accumule moins dans les mitochondries. Et donc là, voilà, on peut analyser au cours d'une cinétique T0 un peu plus longtemps ou carrément plus longtemps après la population de cellules. Et avec ces différents types de paramètres, on voit notamment ici que le DIOC, la population qui est positive au marqueur cation fluorescent, là, il y a une intensité importante. Puis plus on va vers le temps, plus on voit une population apparaître nouvelle avec une faible intensité de fluorescence. Ça veut dire que là, au fil du temps, nos mitochondries dans les cellules, visiblement, elles commencent à ne plus avoir un métabolisme correct et la différence de potentiel au niveau des membranes, eh ben, elle s'amenuise, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Donc, au final, on a voilà, si la mitochondrie dysfonctionne, le potentiel membranaire mitochondrial baisse. La différence de charge, elle va baisser. Vous vous rappelez, la chaîne respiratoire, il n'y a plus de gradient de protons. Et donc, la différence de répartition de charge, elle diminue pour des mitochondries qui dysfonctionnent. Et donc, si la différence de charge diminue, notre cation lipophile, il va moins rentrer, être prisonnier dans les mitochondries. Et donc, on a une intensité de marquage qui va vers le 0. Donc, on a une population de cellules comme ça qui apparaît où on voit que les mitochondries commencent à ne plus être fonctionnelles. Ça va, Clémence? Pas de questions? Voilà, donc le reste on a déjà vu les manières de représenter les résultats. Je ne vais pas trop revenir dessus. Bon, pendant le temps qui reste, on doit s'arrêter bientôt, donc je me dépêche. Oui, parce que je voulais vous parler un tout petit peu quand même du gène rapporteur. Donc, le gène rapporteur, c'est une technique qui va être utilisée in situ dans les cellules, qui va nous permettre d'étudier si un gène donné est exprimé dans une cellule. On pourra répondre en plus aux questions suivantes. Est-ce qu'il y a dans telle ou telle cellule des facteurs modulant l'expression du gène? Et on va pouvoir éventuellement s'intéresser à la localisation du produit du gène. Tout ça, ça nécessite une construction génique qui s'appelle gène rapporteur. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est préalablement, grâce à la biologie moléculaire, on a modifié un peu les séquences géniques et on a placé en amont, voilà, de ce qu'on appelle les séquences d'un gène rapporteur, certaines régions régulatrices. Ok, donc par la biologie moléculaire, on va avec par exemple, la méthode basique avec des enzymes de transcription et des ligations, faire des constructions dans un vecteur où on aura placé des séquences régulatrices en amont d'un gène dont le produit va être facilement repérable. En fait, c'est ça qui est important dans cette technique. Le produit du gène rapporteur, il est facilement repérable. Et donc, grâce à ce produit facilement repérable, on pourra se dire, si le produit du gène, il est là, c'est que les séquences régulatrices, elles ont été activées. C'est donc qu'on aura eu une activité transcriptionnelle. OK? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Je vous ai dit tout à l'heure, pour chaque type de technique qu'on vous présente, il faut vous demander quelle question ça peut répondre. Le gène rapporteur, ça va pouvoir nous permettre de répondre. Est-ce que les séquences régulatrices d'un gène qui ont été placées en amont d'un gène rapporteur, elles sont actives ou pas? Ça veut dire qu'on imagine que dans la cellule, le gène lui-même, il va être actif. La transcription du gène, elle va se produire. Je vous montre un peu plus concrètement. Donc, par exemple, ici, on a mis
on s'intéresse en fait à un gène d'intérêt et on se demande si ce gène d'intérêt, dans telle ou telle cellule, il peut être actif. Et on n'a pas de moyen facilement de pouvoir visualiser le vrai produit du gène d'intérêt. Donc ici, la protéine codée par ce gène, on n'a pas de moyen de la voir facilement. Donc, on a fait cette construction en amont où on a placé la séquence codant, par exemple, la GFP, en aval du promoteur du gène d'intérêt. C'est pas le même, c'est pas les séquences régulatrices du gène de GFP, c'est les séquences régulatrices d'un autre gène qu'on a placé en amont de la GFP. Et du coup, on va visualiser notre protéine fluorescente verte et ça ici, c'est donc une extrémité d'une racine d'un végétal qui est montrée. Et vous voyez que, hop, on a une partie de toutes les cellules de cette racine qui sont vertes. Ça veut dire que dans ces cellules, les séquences régulatrices du gène d'intérêt, elles ont été activées. Il y a eu une activité transcriptionnelle puisque le gène rapporteur a été transcrit et que le produit du gène, on le voit. Ça va? OK. Donc, ça nous permet d'identifier in situ les cellules pour lesquelles on imagine que notre gène d'intérêt, il doit être transcrit dans ces cellules-là, puisque notre gène rapporteur, il a été visualisé dans ces cellules-là seulement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait faire des constructions un petit peu plus compliquées, où on place donc les séquences régulatrices en amont du gène rapporteur, mais qu'on insère également la séquence codant les protéines d'intérêt. On fait une protéine chimère. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé de ce genre de choses au cours précédent. Une protéine constituée de 2 entités. Et dans ces cas-là, eh bien ça, en fonction de la protéine d'intérêt, au sein de la protéine chimère, en fonction de cela, on pourra voir où est localisé le produit du gène, au sein de quelle sous-région cellulaire. Donc, par exemple, si notre produit d'intérêt, c'est un facteur de transcription, eh ben, on imagine du coup que si on reprend nos cellules, bon, je vais le faire très rapidement, hop, on imagine que notre fluorescence verte, si le produit d'intérêt ici est un facteur de transcription, on le verra juste présent au niveau du noyau, oh, ça ne va pas vouloir marcher, du noyau de ces cellules-là. Voilà. Alors que là, la GFP, elle n'a pas de raison d'être présente spécifiquement dans un organite cellulaire et elle est dispersée dans le cytosol de toute la cellule. Si on a cette construction, par exemple, si notre protéine d'intérêt, c'est un facteur qui est destiné au noyau, pouf, ça amène l'ensemble au noyau. Bon, il va falloir que je me dépêche. Donc là, vous avez différents types de gènes rapporteurs. Le gène LAGZ qui code la bêta-galactosidase qui est repérable parce que c'est une enzyme qui va modifier un produit pour donner quelque chose de bleu. Le XGAL est modifié par la bêta-galactosidase pour donner une couleur bleue et donc on pourra repérer la présence, l'activité du gène rapporteur grâce à cette couleur. Voilà, je vais vous laisser le détailler. Il y a aussi des gènes rapporteurs codant la luciférase. Là, c'est des enzymes lorsqu'on a certaines conditions d'oxygène qui donnent une lumière verte ou une lumière bleue. Et donc, voilà, ça nous permet de savoir la présence de gènes rapporteurs, de déterminer dans quel type de population de cellules nos séquences régulatrices d'un gène ont été activées. Je suis obligée de me dépêcher. Alors, malheureusement, on ne se revoit plus la prochaine fois. Donc, bon, je vous laisse regarder la fin du cours tranquillement. Ici, c'était juste un exemple in vivo encore. On a des mouches transgéniques, des drosophiles transgéniques, vous les connaissez, qui contiennent un gène rapporteur, XBP1-GFP. Et voilà, on visualise au sein du disque imaginal d'elle l'activité des séquences régulatrices du gène XBP1. Je vous laisse lire la conclusion et je vous promets que si vous m'envoyez des mails pour poser
posez des questions sur cette partie que j'ai fait un petit peu vite, je vous réponds. D'accord, Massina? Et je peux répondre encore, rester pour des étudiants qui ont un petit peu de temps, encore 5 minutes. Mais je suis obligée voilà, de finir rapidement. Si je vois que si vous peinez vraiment, je pourrais écrire quelques explications sur le forum. OK? Je suis désolée voilà, c'est toujours ces 10 minutes qui nous manquent, hein, c'est quand même pas facile. Vous savez que les cours avant, c'était 1h30. Enfin, maintenant, c'est 1h20 et on a quand même toujours un petit peu du mal. Je vous souhaite une bonne fin de jour, une bonne journée plutôt. Et puis à très bientôt.